Ce rituel barbare était si extrême que même les quartiers de divertissement les plus sombres de la Rome antique l'avaient interdit. Pourtant, au cœur de l'Empire byzantin, sur l'immense hippodrome de Constantinople, il était rejoué chaque nuit devant des dizaines de milliers de spectateurs, dont beaucoup criaient d'enthousiasme, alors que des enfants de seulement 10 ans étaient livrés à un sort inimaginable. Là, au milieu des rugissements de la foule et de l'éclat des torches, on répétait une pratique que l'on ne peut décrire aujourd'hui que comme un mélange de spectacle cruel, d'humiliation publique et de maltraitance systématique. Elle portait le nom de l'Eda et le cygne. La scène était troublante. Un enfant nu était allongé sur la scène, tandis que des animaux dressés accomplissaient des actes qui, de nos jours, provoqueraient une horreur généralisée. 80 000 spectateurs applaudissaient, riaient, lançaient des pièces qui tintaient sur la peau nue de la fillette, transformée en marchandise humaine. Ce n'était pas un simple spectacle. C'était un trafic humain, légalisé, institutionnalisé et soutenu par un système politique qui transformait la souffrance des enfants en un spectacle lucratif. Parmi ces victimes se trouvait une fillette qui allait bientôt devenir la figure la plus puissante et la plus terrifiante de son époque. Elle s'appelait Théodora, et ce qui commença comme un cauchemar d'enfance marqué par l'humiliation et l'exploitation se transforma en une forge de la plus redoutable impératrice de l'histoire. Son destin fut scellé par la mort prématurée de son père, un simple gardien d'ours au service des factions politiques de l'hippodrome, ce qui la conduisit à une vie où la maltraitance devint une école et l'humiliation une leçon. Comment est-il possible que la souffrance d'une fillette abandonnée se soit transformée en l'arme de manipulation la plus sophistiquée de l'Antiquité? Comment un spectacle cruel, méprisé même par les Romains, a-t-il façonné une femme capable de provoquer le massacre de 30 000 personnes et de changer le cours de l'histoire de l'Empire byzantin? C'est juste une histoire troublante sur la manière dont les pratiques sexuelles les plus effrayantes de Byzance ont non seulement détruit l'enfance, mais ont créé un prédateur sans précédent. Une histoire où une victime a appris à utiliser le poison de sa propre douleur pour régner, se venger et laisser une trace de sang et de pouvoir qui résonne encore dans l'histoire. Tout a commencé par la mort d'un homme apparemment insignifiant dont les conséquences ont déclenché un destin tragique pour toute sa famille. Il s'appelait Acacius, connu à Constantinople comme gardien d'ours. Sa tâche consistait à dresser d'énormes bêtes brunes qui combattaient dans l'arène de l'hippodrome devant les rugissements de 82 000 spectateurs. Ce n'était pas une position sans importance. Dans la structure rigide de Byzance, chaque métier était lié à l'une des deux factions qui dominaient la vie de la cité, les Bleus et les Verts. Ces factions n'étaient pas de simples équipes sportives soutenant des courses de chars. Elles étaient de véritables partis politiques qui contrôlaient l'emploi, les faveurs, les spectacles et même les postes administratifs. Chaque citoyen appartenait à l'une d'elles et cette appartenance déterminait tout le cours de sa vie. Acacius appartenait aux Verts et grâce à son poste, sa femme et ses 3 filles avaient un toit au-dessus de leur tête et de quoi vivre. Du moins, c'est ce que disaient les règles. Mais lorsqu'Acacius mourut subitement, tout cet ordre s'effondra. Selon la tradition, son poste aurait dû automatiquement revenir à sa famille pour assurer leur survie. Cependant, la cupidité et la corruption s'y opposèrent. Astérius, maître de danse des Verts, un homme influent qui décidait des emplois dans le monde du spectacle, accepta un pot de vin. Au lieu de transmettre le poste à l'héritier légitime, il le donna à un autre homme. Par un seul geste corrompu, 3 fillettes furent condamnées à la famine, ou pire encore, à la machine d'exploitation infantile la plus sophistiquée du monde antique. La mère de Théodora veuve
et désespéré, se retrouva face à un choix impossible, regarder ses filles mourir de faim ou les livrer à un système brutal qui transformait l'innocence en marchandise. Elle choisit la survie, bien que le prix fût inimaginable. Ce qui suivit fut un spectacle d'humiliation calculée. La femme habilla ses 3 petites filles de guirlandes de supplication, des couronnes de laurier, symbolisant la requête et la soumission, et les conduisit au centre de l'hippodrome. Là devant des dizaines de milliers de spectateurs, elle offrit ses filles comme des objets de pitié, les présentant au public et implorant la clémence. Mais tous comprirent le message ces fillettes étaient disponibles pour les dessins les plus sombres du divertissement byzantin. Les vers directement responsables de leur malheur leur tournèrent dans le dos avec une indifférence absolue. En revanche, les Bleus, la faction rivale, eurent pitié et accordèrent un modeste poste au nouveau beau-père. À cet instant, la mémoire de Théodora se forgea. Elle n'oublia jamais qui l'avait trahie et qui lui avait montré une once de miséricorde. Des années plus tard, ce souvenir guida sa vengeance avec une précision impitoyable. À l'âge de 10 ans, Théodora faisait déjà partie d'un mécanisme dépravé qui dépassait l'imagination. Le spectacle le plus célèbre auquel elle devait participer était celui dit de Léda et le signe inspiré d'un mythe grec, mais transformé en cauchemar. Nue sur la scène, elle devait rester immobile, pendant que des ouïes, dressées, picoraient Bowman des grains éparpillés sur sa peau, tandis que la foule d'hommes excités applaudissait et jetait des pièces sur son corps d'enfant. C'était une scène que tout système juridique moderne qualifierait aujourd'hui de maltraitance organisée et systématique des mineurs. Mais dans le Byzance du VIe siècle, ce n'était pas un crime, mais un divertissement légalisé. La loi elle-même stipulait que toute actrice ou artiste de l'hippodrome était assimilée à une prostituée. La soumission physique n'était pas seulement attendue, elle était un devoir imposé. Ainsi une fillette, qui aurait dû apprendre à lire et à écrire, fut jetée dans un monde où son corps était la seule monnaie, et son innocence la nourriture d'une foule insatiable. Ce qui distinguait Théodora de nombreuses autres victimes était sa manière de faire face à la tragédie, alors que beaucoup de fillettes se brisaient sous une pression insupportable, elle observait et apprenait. Elle découvrit que la douleur pouvait devenir une arme, que l'humiliation révélait les faiblesses cachées des hommes qui l'exploitaient, que chaque spectacle était non seulement une dégradation, mais aussi une leçon magistrale de psychologie humaine. Ainsi, l'enfance de Théodora, marquée par la trahison et la corruption, ne la détruisit pas, mais la transforma en une personne capable de transformer l'exploitation en savoir. Et cette science perverse devint le fondement de la femme qui allait bientôt terrifier l'Empire. À l'âge de 10 ans, la vie de Théodora ne ressemblait plus à celle d'une fillette ordinaire. Ce qui aurait dû être une enfance pleine de jeux et d'apprentissages élémentaires se transforma en un cauchemar quotidien. Chaque nuit, elle devait monter sur la scène de l'hippodrome et jouer un acte macabre connu sous le nom de Léda et le cygne. Là, sous l'éclat des torches et les regards de milliers d'yeux, elle se dénudait et s'allongeait sur le sable. Puis des oies dressées commençaient à picorer des grains d'orge éparpillés sur sa peau. Le public, composé de sénateurs, de marchands et de citoyens avides de sensations, réagissait par des applaudissements assourdissants et une pluie de pièces qui tombaient comme des projectiles scintillants sur son corps fragile. Pour la foule, c'était un divertissement, un spectacle curieux, mêlant érotisme, cruauté et excentricité. Pour Théodora, c'était le début d'une éducation brutale. Elle comprit rapidement que ce spectacle grotesque n'était qu'un prélude. Le pire venait après, dans les couloirs cachés de l'hippodrome, où les mêmes hommes qui lançaient des pièces exigeaient des services intimes. Le droit byzantin était clair et cruel.
Toute femme se produisant sur son scène était automatiquement considérée comme une prostituée. Cela signifiait que pour Théodora, la maltraitance n'était pas seulement attendue, mais imposée et sanctionnée. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Une fillette de son âge aurait dû apprendre à lire, écrire ou réciter de simples poèmes. Au lieu de cela, elle découvrait comment les désirs charnels pouvaient de transformer les hommes les plus puissants en créatures pathétiques, prêtes à ramper pour un moment de plaisir. Ce qui était douleur pour d'autres devint savoir pour elle. Elle commença à enregistrer mentalement chaque geste, chaque regard, chaque faiblesse, que les hommes trahissaient dans les moments d'intimité. L'hippodrome devint son université. Chaque représentation était une leçon magistrale de psychologie humaine. Elle observait comment les sénateurs qui faisaient les lois le jour perdaient toute dignité dans l'obscurité des chambres privées. Elle étudiait comment les marchands contrôlant des caravanes entières devenaient désespérés et pitoyables lorsqu'il s'agissait de satisfaire leurs fantasmes. Peu à peu, elle comprit que le pouvoir ne résidait pas seulement dans l'argent ou la politique, mais dans la capacité à manipuler ses faiblesses intimes. Alors que d'autres fillettes sombraient dans le désespoir, Théodora développait un esprit analytique froid et observateur. Elle savait instinctivement quels mots utiliser pour exciter un homme, quels gestes répéter pour qu'il se sente unique, quel silence était plus troublant que 1000 mots. Il ne s'agissait pas de plaisir, mais de contrôle. Elle apprenait à inverser la relation entre victime et exploiteur, devenant une observatrice calculatrice. Les années entre 10 et 16 ans marquèrent la métamorphose de Théodora. Elle devint l'artiste la plus convoitée de l'hippodrome, non seulement pour son jeune corps, mais grâce à son intelligence subtile. Les mêmes hommes qui lançaient des pièces sur sa nudité lorsqu'elle était encore enfant payaient des sommes de plus en plus importantes pour la voir en exclusivité. Ils pensaient acheter le corps d'une actrice dégradée, mais en réalité, ils nourrissaient donc l'esprit d'un stratège en formation. Sans le savoir, ils forgeaient leur future exécutrice. Ces 6 années furent sans aucun doute une école d'exploitation. Chaque humiliation devenait une information, chaque maltraitance se transformait en données sur la manière dont les puissants pouvaient être réduits à des êtres fragiles. Théodora apprit que le désir est la fissure la plus dangereuse dans l'armure des puissants, et que bien utilisé, il peut devenir une arme plus redoutable qu'une armée. Lorsqu'elle atteignit 16 nés, elle n'était plus une enfant, mais une jeune femme marquée par la barbarie, mais armée d'un savoir que personne d'autre ne possédait. Elle survécut là où d'autres périssaient, elle apprit là où d'autres ne faisaient que souffrir, et elle était prête à passer à l'étape suivante, cesser d'être une victime passive pour devenir un prédateur. Le chapitre suivant de la vie de Théodora commença par une offre qui, à première vue, semblait être un sauvetage. Étsébolus, gouverneur syrien de Libye et l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, arriva à Constantinople en quête de divertissement et de plaisir. Lorsqu'il vit Théodora à l'hippodrome, il ne se contenta pas d'une nuit. Il voulut la posséder entièrement. Il lui proposa de devenir sa concubine personnelle. Pour une jeune fille qui pendant 6 ans avait été exploitée par des foules, cela semblait une chance d'échapper à ce cercle infernal. Ainsi, à seulement 16 ans, Théodora accepta l'offre et fut transférée dans le palais luxueux du gouverneur en Afrique du Nord. Pendant 4 ans, elle vécut parmi les marbres, les soieries et les festins. Mais Théodora ne laissa pas le confort l'endormir. Elle comprit que cette nouvelle étape était une continuation de son apprentissage. Si l'hippodrome fut sa première école, le palais d'Écébolus devint son académie supérieure. Chaque contact intime avec le gouverneur se transformait en une leçon de psychologie appliquée. Elle découvrit quel désir le mettait dans l'embarras, quelle fantaisie lui faisait perdre le contrôle,
quelle faille émotionnelle le réduisait à un homme désespéré. Écébulus pensait contrôler une esclave sexuelle, mais en réalité, sans le savoir, il forgeait une femme qui défierait un jour tout l'Empire. Théodora apprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession de richesses ou d'armées, mais dans le contrôle des désirs les plus intimes de ceux qui les détiennent. Cependant, elle commit une erreur. Elle commença à influencer directement les décisions politiques de son protecteur. Lorsque le gouverneur découvrit que sa politique était manipulée par les charmes de sa concubine, il entra dans une rage folle. Une nuit, au milieu des insultes et des cris, Écébulus la chassa du palais, jetant ses affaires sur le sable brûlant du désert libyen, la laissant seule sous un soleil accablant. Après 4 années de luxe, Théodora se retrouva à nouveau dans l'abîme seule et humiliée. Cependant, cette trahison, loin de la détruire, devint sa plus grande leçon. Elle apprit que le pouvoir dépendant d'un seul homme pouvait disparaître en un instant et que la seule manière de survivre était de construire un contrôle propre, indépendant et inébranlable. Le voyage de retour vers Constantinople fut une odyssée de persévérance. Pour payer son passage, Théodora vendit son corps sur les navires de marchands traversant la Méditerranée. Cependant, elle n'était plus une fillette sans défense. Chaque contact était une occasion d'affiner son arsenal psychologique. Elle discutait avec les marchands, obtenant les secrets de leurs affaires qu'elle utilisait plus tard à son avantage. Elle gagnait la confiance des capitaines, apprenant les routes de contrebande, mémorisant des informations qui pourraient lui servir à l'avenir. Chaque homme qui pensait l'exploiter devenait en réalité un objet de ses études, un nouvel échelon sur son échelle vers le pouvoir. À Alexandrie, Théodora trouva un nouveau lieu de transformation. Elle adopta le christianisme monophysite, mais plus qu'une expérience spirituelle, ce fut un mouvement stratégique. Cette foi lui offrit une base de soutien indépendante, libre du système de prostitution qui l'avait marquée. Elle apprit à se présenter non seulement comme une courtisane astucieuse, mais aussi comme une femme pieuse, capable d'attirer à la fois la dévotion religieuse et le désir. À Antioche, une rencontre décisive eut lieu. Elle y rencontra Macédoine, une artiste liée à la faction des Bleus, qui transmettait des informations à Constantinople. De celle-ci, elle apprit qu'un prince de 40 ans Justinien s'enquérait d'une ancienne danseuse de l'hippodrome qui avait survécu à la Libye. La réputation de Théodora la précédait. Les histoires d'une jeune femme qui manipulait un gouverneur survivaient aux humiliations et connaissait comme personne les faiblesses des puissants circulaires dans tout l'Empire. Alors que son navire s'approchait des dômes dorés de Constantinople, Théodora comprit qu'elle ne revenait plus en tant que victime. Les années d'exploitation l'avaient demi-transformée en un prédateur patient et calculateur. La fillette nue sur le sable avait disparu. À sa place revenait une femme armée d'une connaissance mortelle comment détruire les hommes de l'intérieur de leurs désirs. Nous étions en l'an 522 après Jésus-Christ, lorsque Théodora, à peine âgée de 20 ans, revint à Constantinople, la ville qui l'avait vue humiliée, enfant sur l'hippodrome. Désormais, elle y était regardée comme une femme consciente de son pouvoir. Elle avait survécu à ce qui aurait détruit n'importe qui d'autre et revenait armée d'un savoir aussi sombre qu'efficace. Elle savait comment les désirs pouvaient manipuler la volonté, comment le plaisir pouvait vaincre la raison et comment la dépendance émotionnelle était plus forte que n'importe quelle loi. Lors d'une réception privée à la cour, le prince Justinien la vit pour la première fois. Il avait 40 ans et était l'héritier d'un empire vacillant, rempli d'intrigues politiques et de tensions sociales. Pour lui, Théodora n'était au départ qu'une ancienne artiste de l'hippodrome. Il ignorait qu'il se tenait face à une femme qui, pendant plus d'1 décennie, avait perfectionné l'art de la manipulation intime.
La séduction commença immédiatement, mais ce n'était pas une simple attirance. C'était un champ de bataille silencieux, où Théodora appliquait chaque technique apprise au fil des années de dégradation. Elle analysait Justinien avec la même précision froide qu'elle avait utilisée pour observer les sénateurs et les marchands. Elle découvrit rapidement sa faiblesse pour les conversations intelligentes dans les moments d'intimité, une compétence qu'elle avait perfectionnée avec les marchands sur les navires de la Méditerranée. Elle remarqua également son besoin d'être compris émotionnellement, une caractéristique qu'elle avait détectée chez Essébolus, le gouverneur de Libye, qu'elle avait rendu dépendant de son attention. Rien de ce qu'elle faisait n'était accidentel. Chaque geste, chaque mot, chaque silence était calculé pour accroître son obsession. Justinien tomba rapidement sous son charme. Pour lui, Théodora n'était pas seulement une femme désirable, mais une énigme offrant à la fois intelligence, sensualité, tendresse et mystère. Il pensait choisir la femme de sa vie, mais en réalité, il était programmé pour dépendre d'elle. Lorsqu'il exprima son intention d'épouser Théodora, la cour explosa de scandales. Les sénateurs ne pouvaient croire que l'héritier de l'Empire byzantin futur empereur voulait unir sa vie à une femme qui s'était produite nue devant des foules, avait participé à des spectacles humiliants et était légalement reconnue comme prostituée. Pour beaucoup, cela était inconcevable, mais plus l'opposition grandissait, plus Justinien se renforçait dans sa décision. Son obsession le consumait et sa volonté de la posséder surpassait toutes les considérations politiques. Le plus grand obstacle n'était cependant pas le Sénat, mais l'impératrice régnante, Euphémie, épouse de l'empereur, Justin. Euphémie connaissait bien la valeur de la dignité personnelle, ayant elle-même été esclave avant de s'élever au sommet du pouvoir. Elle reconnut en Théodora une menace que les autres ne voyaient pas. « Je me suis élevée de l'esclavage », déclara-t-elle devant la cour, « mais je n'ai jamais été prostituée. » Ces mots étaient une accusation directe, un rejet frontal de la possibilité que Théodora entre dans le cercle impérial. Pendant des mois, Euphémie bloqua toutes les initiatives légales qui auraient bien pu permettre le mariage. Elle interdit à Théodora de participer aux événements officiels et manœuvra pour la tenir à l'écart des influences. Puis, en l'an 523, un événement inattendu se produisit. Euphémie mourut subitement dans son lit. Il n'y avait aucun signe préalable de maladie ni de témoin pour expliquer cette mort. Pour beaucoup, ce fut une coïncidence. Pour d'autres, une application silencieuse du savoir que Théodora avait acquis dans sa jeunesse. Parmi les prostituées de l'hippodrome qui avaient néanmoins survécu, circulaient des secrets sur des herbes soporifiques, des poisons ne laissant aucune trace des méthodes simulant une mort naturelle. Personne ne put rien prouver, mais le soupçon demeura à jamais. La mort d'Euphémie ouvrit la voie. L'empereur Justin, oncle de Justinien, promulgua immédiatement une loi autorisant les hommes de noble lignée à épouser des actrices. Cette loi semblait écrite pour Théodora. En l'an 525, dans la basilique Sainte-Sophie, le mariage eut lieu. Le lieu qui l'avait autrefois désigné comme paria l'accueillait désormais avec les honneurs d'une impératrice. Chaque pas vers l'autel était un acte théâtral chargé de symbolisme. Elle n'était plus la fillette nue sur le sable de l'hippodrome, mais une femme vêtue de la pourpre impériale. Mais en essence, le spectacle était le même. Un spectacle calculé pour montrer qu'elle avait triomphé. Elle transforma l'exploitation en triomphe, l'humiliation en pouvoir. Ce mariage n'était pas seulement l'amour d'un homme pour une femme, c'était l'institutionnalisation de la manipulation intime comme outil politique. L'Empire allait être gouverné par un couple uni, non seulement par l'ambition, mais aussi par la dépendance obsessionnelle de l'empereur envers une femme, qui le contrôlait. Le mariage de Théodora avec Justinien ne fut pas accueilli calmement.
Pour beaucoup, il était insupportable qu'une femme ancienne, artiste de l'hippodrome légalement reconnue comme prostituée, partage désormais le trône de l'Empire. Cette tension cachée explosa en l'an 532 dans l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire byzantine, la révolte de Nika. Le climat politique était déjà instable. L'Empire luttait contre des taxes élevées, la corruption et une population de plus en plus lasse du faste du palais. En janvier de cette année-là, une émeute éclata dans les rues, alimentée par un événement sans précédent. Les deux factions ennemies de l'hippodrome, les Bleus et les Verts, s'unirent sous un même cri. Le mot « Nika », signifiant « vaincre », résonnait comme un tonnerre à Constantinople. Mais leur objectif n'était pas seulement de protester contre la politique du gouvernement. Il y avait une cible bien plus personnelle, une femme qui par la manipulation était arrivée au pouvoir. Pour le peuple, Théodora symbolisait la corruption morale de l'Empire qui avait permis à une femme souillée d'atteindre la pourpre impériale. Les rues se remplirent de fumée et de fureur. Les émeutiers mettaient en le feu à des bâtiments entiers. Le Sénat brûlait et l'ancienne basilique Sainte-Sophie devint un enfer de bois, crépitant et de flammes s'élevant jusqu'au ciel. Les cris de vengeance se mêlaient à l'odeur métallique du sang répandu à chaque coin de rue. Constantinople, joyau de l'Empire, se transforma en champ de bataille. Justinien lui-même assiégé dans le palais, s'effondra sous le poids de la crise. Ses conseillers les plus proches, terrifiés par l'ampleur de la violence, le suppliaient de fuir. Le trésor impérial était déjà chargé sur des navires prêts à appareiller, et l'idée d'abandonner la capitale semblait être la seule issue. Mais il n'avait pas pris en compte la voie qui allait changer le cours de l'histoire. Au milieu de ce conseil désespéré, Théodora se leva vêtue de soieries son pourpre. Son regard brûlait comme un feu antique. Elle parla calmement, mais chaque mot traversait la salle comme une épée. « Ce n'est pas le moment de fuir, même si cela signifie sauver sa vie », déclara-t-elle. Puis d'un geste solennel, elle prononça une phrase qui entra dans l'histoire. « La pourpre est un beau linceul ». Le silence qui suivit fut absolu. Ce qui était peur pour les autres était une opportunité pour elle. Depuis son enfance, elle avait appris à affronter des foules hostiles, à dominer le chaos des cris et des regards. À cet instant, elle utilisa la même psychologie qu'elle avait perfectionnée à l'hippodrome, transformant la fureur de la masse en spectacle et le spectacle en arme. Désormais, au lieu d'être une victime de la foule, elle était celle qui déciderait du sort de milliers de personnes. Justinien, hypnotisé par la détermination de sa femme, prit une décision finale. Il ne fuirait pas. Il ordonna à ses généraux Bélisaire et Mundus d'enfermer les rebelles là où tout avait commencé, dans l'hippodrome. Le plan était aussi simple que brutal. Plus de 100 000 personnes remplirent l'arène, convaincues qu'elles célébraient la victoire de la révolte. Elles le proclamèrent Hypatius neveu de l'ancien empereur Anastase comme nouveau souverain. L'atmosphère était festive, mais c'était la joie des condamnés. Soudain, les sorties furent fermées par des grilles de fer. Les troupes impériales se déployèrent autour du stade. Ce qui suivit fut un massacre méthodique. Les soldats avancèrent à travers les gradins et l'arène avec des épées et des lances, tuant sans distinction de sexe ou d'âge. Les cris de célébration se transformèrent en hurlements de terreur. Les pierres de l'hippodrome, qui vibraient autrefois sous les applaudissements pour des spectacles obscènes, s'imbibaient désormais des cris d'agonie d'un peuple entier. L'arène qui avait autrefois accueilli les larmes de l'enfant Théodora fut inondée d'une quantité inimaginable de sang. Lorsque la nuit tomba, un silence de tombe régna. Plus de 30 000 corps gisaient en tas, à l'endroit même où des décennies plus tôt, Théodora avait été exhibée comme victime.
L'ironie était aussi macabre que parfaite. Le lieu qui symbolisait son humiliation devint le théâtre de sa vengeance. Dès ce jour, personne ne douta plus de l'autorité de Théodora. Le massacre de Nika n'assura pas seulement le trône à Justinien, mais consolida le pouvoir d'une femme qui avait appris à transformer la douleur en arme et l'humiliation en domination. Le peuple tremblait à l'évocation de son nom, sachant que derrière son regard se cachait la mémoire de chaque tort subi et la volonté de le rendre au centuple. Après le massacre à l'hippodrome, Théodora ne fut pas seulement rappelée comme l'épouse de l'empereur qui refusa de fuir. Aux yeux du peuple et de la cour, elle devint la femme la plus terrifiante de Byzance. Le massacre montra qu'elle pouvait décider du sort de dizaines de milliers de personnes d'un seul regard. Mais ce qui suivit révéla que son véritable pouvoir ne résidait pas dans les armées, mais dans sa capacité à régner dans l'ombre. Tandis que Justinien présidait les audiences dans les grandes salles du palais, entouré de sénateurs et d'ambassadeurs, Théodora tissait son véritable réseau de pouvoir dans les chambres privées. Là, dans des pièces discrètes et des couloirs ombragés, fonctionnait un système que nous pourrions aujourd'hui qualifier d'agence de renseignement avant-gardiste. Elle utilisait des eunuques, des servantes de confiance et des femmes de la cour pour recueillir des témoignages des rumeurs et des secrets. Rien n'échappait à son contrôle. Qui couchait avec qui? Quel sénateur cachait des penchants honteux? Quel évêque entretenait une correspondance suspecte avec les ennemis de l'Empire? Le protocole qu'elle mit en place choquait beaucoup. Elle exigeait que quiconque se présentait devant les empereurs se prosterne et baise non seulement les pieds de Justinien, mais aussi les siens. Ce n'était pas de l'hommage, c'était de la domination. C'était une humiliation publique des hommes les plus puissants, inversée avec la même précision qu'elle avait elle-même subie dans son enfance. Avec ce réseau d'informations, elle entama une série de vengeances politiques qui marquèrent son règne de feu. La première grande victime fut le pape Silverius. En l'an 537, le pape refusa de rétablir un évêque favorable au monophysite foi que Théodora soutenait avec ferveur. Elle ne discuta pas de théologie, ni n'essaya de le convaincre par des arguments. Elle appliqua ce qu'elle avait appris à l'hippodrome, elle exploita les peurs des hommes. Par l'intermédiaire de Bélisère et de son épouse Antonine, elle fabriqua un faux complot de trahison. Silverius fut accusé de collaborer avec les Goths et exilé où il mourut. Ensuite vint le tour de la reine Amalazonte des Ostrogoths. En l'an 535, Théodora vit en elle une menace plus grande que le pape. Elle était jeune de noble naissance et entretenait une correspondance avec Justinien. Théodora voyait dans ses lettres plus que de la diplomatie, elle y décelait de l'admiration et de l'intimité. Elle reconnut le danger, car elle-même avait conquis Justinien par un mélange d'intellect et de séduction. Pour la neutraliser, elle encouragea le roi Théoda à éliminer sa propre cousine. Le crime fut symbolique, Amalazonte fut assassinée pendant son bain, dans un moment de vulnérabilité absolue. Une mort intime et humiliante, reflet exact des pratiques qui avaient défaçonné Théodora. Le coup le plus audacieux fut porté contre Jean le Cappadocien, préfet du prétoire et l'un des rares hommes résistants à ses charmes. Jean était un politicien astucieux qui comprenait la manipulation mieux que quiconque, ce qui en faisait un adversaire redoutable. Théodora, cependant, n'essaya pas de le séduire. Elle appliqua contre lui les mêmes techniques de torture psychologique qu'elle avait subies dans son enfance. Pendant des mois, elle le tourmenta avec des cadeaux macabres, des fleurs fanées, suggérant la mort de petits couteaux, évoquant la violence des peintures, représentant des exécutions. Jean commença à souffrir de ce qu'elle avait enduré, enfant insomnie, paranoïa, peur du moindre ombre. Lorsque son esprit fut affaibli, Théodora et Antonine lui tendirent un piège final. Elles utilisèrent sa fille comme appât dans une conspiration fictive.
Les espions notèrent chaque mot compromettant, et bientôt, le puissant préfet fut accusé de trahison. Des fastes du pouvoir, il passa à errer dans les rues d'Égypte comme mendiant. Une chute absolue, conçue avec la précision froide de quelqu'un qui sait que tout esprit peut être brisé avec les bonnes bonnes techniques. De ces intrigues émergeait un schéma terrifiant. Théodora n'éliminait pas seulement ses ennemis, elle les détruisait, recréant en eux les mêmes de blessures qui l'avaient marqué. Elle ne cherchait pas une simple vengeance politique, mais appliquait à chaque adversaire une pédagogie de la souffrance apprise dans son enfance. Elle transformait ses rivaux en reflets de son propre passé, les forçant à éprouver l'humiliation, le désespoir et l'effondrement psychologique qu'elle avait elle-même transformés en armes. Tout l'Empire s'en habitua à vivre sous l'œil invisible de Théodora. Ses ennemis savaient qu'aucun secret n'était sûr, qu'aucune faiblesse ne pouvait être exploitée contre eux, et que l'impératrice pouvait détruire des carrières, des réputations et des vies avec la même facilité qu'une actrice change de masque sur scène. Le Byzance de Justinien et Théodora était en réalité un théâtre d'ombre où la protagoniste absolue n'était plus une victime, mais un prédateur. Le pouvoir de Théodora ne faiblit pas après les massacres ni les intrigues de cour. Au contraire, il trouva son expression la plus grande dans les lois qui transformèrent le cœur de l'Empire. Son empreinte se retrouva dans le corpus Iuris Civilis, œuvre juridique, qui pendant des siècles servit de fondement au droit occidental. Ce n'était pas un simple recueil de normes, mais une transposition sur l'encre et le parchemin d'une vie marquée par la violence et la manipulation. Parmi ses réformes les plus significatives figure celle contre la prostitution forcée. Elle, qui avait été esclave de l'hippodrome, décréta qu'aucune femme ne pouvait être contrainte à s'y adonner et que les propriétaires de maisons closes qui tentaient de limiter la liberté de leurs travailleuses seraient donc sévèrement punis. Elle ordonna également la fermeture des établissements pratiquant l'exploitation qu'elle avait elle-même subie. Ces décrets semblaient être un acte de justice, une vengeance personnelle contre le système qui avait détruit son enfance. Mais en même temps, ces mesures étaient marquées par une contradiction. Elle créa le monastère de Métanoïa, où les prostituées sauvées étaient enfermées de force pour mener une vie religieuse. Ainsi, le contrôle sur le corps des autres femmes se poursuivait bien que sous un déguisement pieux. C'était comme si Théodora voulait s'assurer qu'aucune ne répète son destin, mais au prix de les lier à une autre forme de discipline. Les lois sur le mariage et le divorce portaient également son empreinte. Elle élargit les droits des femmes à se séparer de maris violents, transféra les biens des violeurs à leurs victimes et établit la peine de mort pour les auteurs de viol, quel que soit leur statut social. Ces décisions reflétaient non seulement une quête de justice, mais aussi la trace indélébile de chaque acte de violence qu'elle avait subi. Mieux que quiconque, elle savait comment le pouvoir masculin pouvait détruire des vies, et c'est pourquoi elle décida d'ancrer dans la loi une vengeance qui semblait destinée à durer. Le contrôle dynastique était une autre de ses obsessions. Elle organisait des mariages stratégiques, récompensait les alliés de sa cause et punissait ceux qui s'opposaient. Elle s'assura que la manipulation qu'elle exerçait sur Justinien devienne un héritage pour les générations futures, un réseau d'alliances familiales destiné à maintenir son nom et son influence longtemps après sa mort. En l'an 548, à seulement 48 ans, Théodora tomba gravement malade, probablement d'un cancer. Sa mort ne fut pas seulement le départ d'une impératrice, ce fut l'effondrement d'un esprit qui soutenait le règne de Justinien. L'empereur profondément dépendant d'elle ne se remaria jamais. Pendant les 17 années suivantes, il régna, mais sans la force, la vision ni l'astuce qui caractérisait son règne aux côtés de Théodora. Son esprit semblait brisé,
comme si le véritable moteur de l'Empire avait disparu avec elle. Les chroniques rapportent que peu de lois significatives furent promulguées après sa mort, comme si le génie législatif avait toujours résidé en la femme qui l'accompagnait. Le vide était si évident que même la mémoire de ses ennemis admit que Théodora était bien plus qu'une épouse d'empereur. Elle était l'âme cachée de Byzance. Les représentations artistiques confirmaient également son ambition d'éternité. Dans les mosaïques de San Vitale à Ravenne, elle est représentée plus grande que les autres figures, dans un manteau brodé d'une scène des rois mages, offrant des cadeaux au Christ. Elle se plaça dans l'iconographie au même niveau qu'une royauté biblique, revendiquant une place non seulement dans l'histoire politique, mais aussi spirituelle. Aujourd'hui, les touristes visitent l'hippodrome, où une fillette de 10 ans était exhibée comme un jouet pour la foule, et où des années plus tard, elle ordonna le massacre de 30 000 rebelles. Ce contraste résume sa vie. D'une victime humiliée à une impératrice impitoyable, d'un objet d'exploitation à un prédateur absolu. Son histoire pose une question troublante. Théodora était-elle une héroïne qui utilisa sa douleur pour changer les lois et protéger d'autres femmes, ou une vengeresse qui transforma l'humiliation en un pouvoir cruel et sanglant? Peut-être était-elle les deux à la fois, car la vérité est que les pratiques barbares qui auraient dû la détruire ont au contraire créé la femme la plus dangereuse et fascinante de l'histoire byzantine.